L'éducation vous est présentée par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Près de 25 000 mineurs non accompagnés sont non scolarisés en France. Manquement de l'État pour les uns, scandale politique pour les autres. Eh bien, on parlera avec nos invités de la situation de ces enfants qui peuvent perdre jusqu'à 3 000 heures de cours, soit l'équivalent de 3 années de scolarité. Ce sera en début d'émission. Éco-anxiété, écolo-déprimé, solastalgie, le vocabulaire est aussi vaste que l'anxiété développée chez les plus jeunes à cause de la crise climatique. Grâce à Ma Petite Planète, un kit pédagogique existe. On en parle avec ses créateurs. Enfin, dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, zoom sur le nouveau langage des jeunes et ce sera grâce à Loïc Landreau. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On revient d'abord sur l'arrestation d'un élève harceleur directement dans son collège du Val-de-Marne. Ce lundi, 5 policiers ont interpellé ce jeune homme de 14 ans en plein cours. Il a été placé en garde à vue où il a avoué les faits de harcèlement et de menaces de mort contre une de ses camarades transgenres. Et la polémique continue d'enfler depuis. Doit-on aller jusqu'à arrêter des harceleurs présumés jusque dans leurs établissements? Oui, pour Gabriel Attal et de nombreux observateurs qui souhaitent que la peur change enfin de camp. Mais non, pour d'autres, comme Manuel Bompard, invité de France Info ce matin. Il dénonce une opération de communication là où il faudrait de réels moyens dans les établissements. On a perdu en 20 ans, 25% de psychologues scolaires. Les situations de harcèlement, quand elles existent à l'école, on a besoin d'avoir de la présence humaine pour la détecter. Les élèves ont besoin d'avoir des adultes à qui ils peuvent parler pour dire « je me sens pas bien, j'ai un problème, je suis harcelé ». On a perdu 25%. On manque de CPE, on manque d'assistants d'éducation, de surveillants dans les établissements scolaires. Donc, on manque d'attention. On a des associations qui travaillent sur la question du harcèlement scolaire. L'ensemble des missions qu'elles veulent faire dans les écoles, elles ne peuvent pas le faire pour des raisons de manque de moyens. Vous savez qu'un plan doit être annoncé la semaine prochaine. La première très bien, mais ça fait depuis maintenant plusieurs mois qu'on parle de ce fléau et on a eu le droit à une journée de sensibilisation organisée en urgence au mois de juin par M. Papendiaï. Donc il faut davantage de moyens financiers. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, à savoir que le jeune homme est ressorti libre de sa garde à vue. Il sera convoqué ultérieurement pour d'éventuelles sanctions. Et au sein de l'Éducation nationale, eh bien, on réfléchit actuellement à l'organisation de cours d'empathie pour enrayer ces phénomènes de harcèlement. Et là encore, les avis divergent, mais pour Barbara Lefebvre, qui est enseignante et essayiste, ce sont surtout les parents qui doivent absolument prendre leurs responsabilités. La responsabilité, c'est les parents. Ton gamin, il rentre, la puce, au revoir dans le téléphone. Il n'y a pas. Le téléphone, tu l'as juste pour que je sache que tu as quitté l'établissement, tu es arrivé à l'établissement. Maintenant, on est à la maison, on est tous ensemble. Le téléphone, c'est éteint le soir. Merci Christophe. On enlève la puce. Et les parents qui laissent des gamins tout le week-end sur Instagram, tous les week-ends sur les books WhatsApp, tous les week-ends sur Telegram, et après, oh, mon enfant, il est harcelé sur les réseaux sociaux. Bah, vous coupez les réseaux sociaux. Dans l'actualité également ce matin, eh bien, ces lycéens qui doivent rentrer chez eux à pied et ou en stop, faute de transport scolaire. C'est une affaire qui a été dénoncée par nos confrères de RMC, eux-mêmes alertés par des parents d'élèves. Ça se passe au lycée de Nangy, qui est une petite commune entourée de champs en Seine-et-Marne. Et ce lycée compte 600 élèves. Mais il doit faire face à une pénurie de chauffeurs de bus scolaires. Et donc depuis plusieurs mois déjà, les lycéens doivent rentrer par leurs propres moyens. Alors ça peut être en train, ça peut être à pied, mais parfois aussi en stop, avec tous les dangers évidemment que cela représente. On va d'ailleurs écouter le témoignage de Myriam qui a vécu une expérience traumatisante au printemps dernier. Je suis tombée sur quelqu'un de très bizarre, en mode t'habites où, l'adresse, est-ce que tu penses que je pourrais passer chez toi et tout, des trucs comme ça. Donc moi j'ai eu peur. Donc après au final je lui ai crié dessus et il m'a déposé au milieu de la route parce que j'avais trop peur. Les choses bougent néanmoins. Suite à l'enquête de RMC, Île-de-France Mobilité organise une réunion d'ici demain pour évoquer ce problème et une concertation est en cours entre les opérateurs de transport et le lycée pour adapter les horaires de début et de fin de journée. On en vient, Loïc, à ces 14 présidents d'université qui réclament une allocation pour tous les étudiants, une demande retoquée par le gouvernement. Et pour eux, trop peu d'étudiants bénéficient d'une bourse alors que beaucoup d'entre eux sont obligés de travailler
travailler pour financer leurs études, ce qui ne favorise pas évidemment leur réussite. La ministre de l'Enseignement supérieur leur a répondu qu'on ne pouvait pas donner une allocation à tous les étudiants sans regarder leur niveau de revenus à eux et à ceux, bien sûr, de leurs parents. Mais pour Lionel Larrey, le président de l'Université de Bordeaux-Montaigne, il y a urgence à simplement agir. Aujourd'hui, le constat est que trop peu d'étudiants bénéficient de bourses, que quand ils en bénéficient, les bourses sont de toute façon pas assez élevées, et qu'il y a toute une catégorie d'étudiants qui viennent d'une catégorie socio-économique qui ne les rend pas éligibles aux bourses, mais qui pourtant connaît des difficultés. Si les étudiants font le choix de travailler à côté quelques heures, parce que c'est un choix et ça leur permet d'avoir une expérience, c'est très bien. Mais il faut leur permettre de ne pas devoir travailler plus de 20 heures par semaine s'ils ne le veulent pas, parce que c'est là que ça devient un véritable problème pour la réussite des études. Donc il faut que ce soit une allocation qui leur permette de payer leur loyer, de manger tous les jours, sans forcément vivre dans l'opulence, évidemment. Et quand on lui parle des dépenses liées à une telle mesure, Lionel Larrey répond qu'il faut contrebalancer tout ça avec le prix que coûtent les étudiants qui redoublent leur année, le coût des aides d'urgence qui sont parfois mises en place, par exemple pendant la période du Covid, et puis toutes les retombées économiques que cela pourrait avoir avec des étudiants qui retrouvent du pouvoir d'achat, donc qui consomment. Et on termine avec un chiffre alarmant. 160 000 enfants sont victimes de violences en France chaque année. Des violences sexuelles, rapport de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, révélé ce matin. Son coprésident Édouard Durand, qui est également juge, était l'invité de France Info également ce matin. Et il a dénoncé les travers de ce concept de présomption d'innocence qui, selon lui, ne permet pas aux victimes d'être assez entendues. Et il demande aussi, bien sûr, à poursuivre son travail. Nous avons des principes fondamentaux et le juge que je suis, évidemment, les respecte. Ils sont ce qui nous fait tenir, mais nous les interprétons de façon erronée. La présomption d'innocence n'a jamais été conçue pour générer un système d'impunité des agresseurs. Je rappelle que seulement 3% des plaintes pour viol sur mineurs donnent lieu à la condamnation du mis en cause. Nous devons progresser et nous le mettons en évidence aujourd'hui dans ce dossier de fidélité à la parole donnée, c'est un besoin vital, c'est-à-dire de vie ou de mort, être reconnu dans sa parole. Le passage à l'acte de l'agresseur, c'est un anéantissement. Merci beaucoup Loïc pour toutes ces informations. Le droit à l'éducation est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant pour chaque enfant, quel que soit son statut, son parcours ou bien encore évidemment sa nationalité. Dans son rapport sorti le 20 septembre, l'UNICEF fait un état des lieux de la scolarisation de ces mineurs non accompagnés, dit MNA, dont la prise en charge n'est pas encore toujours assurée. Les enjeux de la scolarisation des mineurs non accompagnés, c'est la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Morgane Magdelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'association Droit à l'école. Et face à vous, Corentin Mayol, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir également. Vous êtes responsable du plaidoyer France UNICEF. L'UNICEF donc, a sorti son rapport le 20 septembre sur l'éducation des mineurs non accompagnés, on va dire MNA pour certains, qu'on ne confonde pas. Le constat est glaçant. On va évidemment en parler ensemble, ces chiffres qui sont terrifiants, disons-le. Mais avant cela, j'aimerais vous faire réagir à la promesse d'Elisabeth Borne, mais qui en fait est une proposition de l'UNICEF, celle de créer un observatoire de la non-scolarisation. Étape initiale, évidemment, indispensable à la lutte. Promesse tenue ou pas ? On a bon espoir. Là, ça vient d'être inscrit dans le pacte des solidarités, qui est un pacte qui a été présenté par Aurore Berger et qui reprend l'ensemble de la stratégie du gouvernement autour de la lutte contre la pauvreté. Et l'accès à l'éducation en fait partie. En effet, c'était une proposition de l'UNICEF depuis longtemps, l'idée de recenser les publics éloignés de l'école. Donc les MNA en font partie, mais on a tout un tas de publics qui le sont également. Et donc l'idée de cet observatoire, c'est un outil pour pouvoir recenser, chiffrer,
mieux connaître les publics qui sont éloignés de l'école, et un outil aussi dynamique pour les amener vers l'école et les scolariser et suivre, les maintenir dans l'école. Et donc on est très content de cette annonce de création du pacte, de l'Observatoire de la non-scolarisation. Et à côté de ça, le renforcement de la médiation scolaire qui a été aussi annoncé, le triplement du nombre de médiateurs scolaires. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Qui, vous pensez, peut faire changer les choses, peut faire bouger les lignes, les médiateurs scolaires en l'occurrence? Oui, tout à fait. C'est des mesures qui viennent renforcer l'aller vers les mineurs, les enfants les plus éloignés de l'école. Et donc, c'est évidemment des mesures qu'on salue. Alors en France, chaque année, des milliers d'enfants sont privés d'éducation en dépit des articles 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention garantit à chacun le droit à l'éducation, également rendu obligatoire par la loi Jules Ferry de 1892. Donc ça date un peu et pour autant, c'est toujours pas le cas. Quel recours possible il y a, Morgane Magdelin, pour ces enfants-là? Alors nous, à l'association Droit à l'école, on accueille les MNA, mineurs non accompagnés, qui ne sont pas encore reconnus mineurs par l'État et donc qui ne sont pas encore pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et donc en fait, ils sont totalement livrés à eux-mêmes durant toute la période de leur recours, livrés à eux-mêmes à tous les niveaux, médical, juridique, hébergement et accès à l'éducation. Et donc là, il y a plusieurs associations qui entrent en jeu, dont Droit à l'école pour la partie scolarisation. Et donc nous, notre action est d'accueillir ces jeunes, de les accueillir dans notre école solidaire pour une pré-scolarisation, mais l'objectif reste une scolarisation dans une école de la République. Et donc on les accompagne dans tout le processus de scolarisation pour qu'ils arrivent à cet objectif-là dans la vraie école. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est pourquoi effectivement il y a une convention internationale des droits de l'enfant qui stipule et qui garantit à chacun, et notamment chaque enfant, donc un droit à l'éducation. Et pour autant, on voit bien que dans les faits, et d'ailleurs vous êtes là pour le prouver encore une fois, dans les faits ce n'est pas la réalité. Comment comprendre cette dichotomie? On sait quand même respecter la loi en France. Oui, tout à fait. C'est tout l'enjeu de notre travail, c'est-à-dire faire en sorte que le droit international puisse être appliqué, la Convention des droits de l'enfant puisse être appliquée. Malheureusement, il y a encore du travail. C'est un instrument juridique et donc les États sont contraints d'appliquer les différentes mesures et on constate que c'est loin d'être le cas sur beaucoup d'articles de la Convention. Le droit à l'éducation en fait partie, mais plus largement, le Comité des droits de l'enfant qui évalue régulièrement l'application de la Convention des droits de l'enfant par les États, dont la France, relève que la Convention n'est qu'imparfaitement appliquée. Et là, sur le droit à l'éducation, on constate que c'est d'autres enjeux qui viennent percuter, en quelque sorte, et d'autres intérêts qui viennent percuter l'accès à l'éducation pour certains publics. Lesquels ? Quels intérêts ? Alors, pour des enfants qui sont des mineurs non accompagnés, donc c'est des enfants qui sont sans représentants légaux en France, donc c'est des enfants qui sont étrangers, il y a un certain nombre d'intérêts liés aux logiques de contrôle, à la lutte contre l'immigration irrégulière. Et donc, vous voulez dire que c'est politique, pardon ? Ce sont des choix politiques ? Oui, c'est des choix en termes de politique publique, en termes de priorité politique. C'est-à-dire que quand ils arrivent, les mineurs non accompagnés s'inscrivent dans un parcours de protection et on constate que les premières phases sont surtout des phases de contrôle où on va évaluer la minorité, évaluer l'isolement, ça va prendre beaucoup de temps. Et puis les phases de recours, quand on conteste leur minorité, et puis les phases d'orientation nationale. Donc, tout ça, sont des dispositifs spécifiques pour les mineurs non accompagnés, pour les mineurs migrants, qui ne s'appliquent pas à l'ensemble des enfants. Et donc, ils subissent, parce qu'ils sont mineurs non accompagnés, ces mesures supplémentaires de contrôle. Donc, c'est des intérêts supplémentaires qui viennent percuter l'application du droit à l'éducation. Au-delà des intérêts, est-ce que aussi, Morgane Magdelin, c'est le fait qu'il y ait plusieurs institutions qui se chargent aussi les unes aux autres, qui s'ajoutent les unes aux autres et qui font que, du coup, ça devient un parcours du combattant pour ces mineurs-là qui arrivent en France? Comme l'expliquait Corentin, il y a tout un processus. La première étape, si je puis dire, de leur parcours en France, c'est d'évaluer leur minorité. Donc pour ceux qui ne sont pas reconnus mineurs, malheureusement, la présomption de minorité ne s'applique pas en France. Et donc ces mineurs, plutôt qu'être pris en charge durant le temps de leur recours, ils sont laissés à l'abandon, livrés à eux-mêmes. Et donc, plutôt qu'être scolarisés
dès cet instant-là. Ils vont être scolarisés des mois plus tard, le temps d'être identifiés lors de maraudes par des associations partenaires, le temps d'être inscrits à l'association Nora à l'école, le temps d'accéder enfin à des tests de positionnement au rectorat de Paris, et enfin avoir une affectation. Donc en fait, ils perdent, donc là je parle vraiment de Paris, mais ils perdent entre 6 mois, 1 an et demi de scolarisation, ce qui est énorme à l'âge qu'ils ont en fait. Oui, bien sûr, c'est énorme, c'est décisif. On le comprend très bien pour la suite. Ça veut dire que si on prend, on a l'illustration, d'ailleurs c'est un document de l'UNICEF, ce parcours, ce fameux parcours du combattant dont je parlais, le départ, effectivement, on voit voilà, cet enfant avec son sac sur le dos. La première chose, mineur non identifié par les services de protection. Donc bon, retour à la case précédente, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on essaie aussi de la renvoyer dans son pays? Alors non, là on parle vraiment des mineurs qui sont invisibles aux yeux de la protection de l'enfance. Il faut rappeler que la prise en charge des mineurs isolés, des MNA, c'est une prise en charge qui est réalisée par les conseils départementaux au titre de la protection de l'enfance. Et donc comme n'importe quel mineur en danger, ils doivent être repérés, signalés à la protection de l'enfance. Donc là c'est déjà une phase où les jeunes arrivent sur le territoire, ou sont dans des logiques de passage vers le Royaume-Uni, par exemple, ou d'autres États, ou sont sous l'emprise de réseaux, par exemple, et ne sont pas identifiés par les services. Donc ils ne sont pas identifiés, ils ont faim, ils n'ont pas de logement. À ce moment-là, ils ne sont pas pris en charge. Et ils n'ont pas de responsable. Des enfants qui sont seuls. Complètement démunis. Donc, pendant cette phase, évidemment, pas de prise en charge, pas de scolarisation. Une fois qu'ils sont repérés par les services de protection, il y a cette procédure spécifique, donc d'évaluation de la minorité, d'accueil provisoire. Là, ils sont pris en charge provisoirement et on constate que pendant cette phase, ils ne bénéficient la plupart du temps d'aucune scolarisation, si ce n'est quelques cours, parfois de FLE, etc. Suite à cette phase, soit ils sont directement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, soit on a une première décision de refus et puis un recours. Et là, pendant cette phase de recours, et c'est là que droit à l'école intervient, on n'a pas d'hébergement, pas de prise en charge, pas de suivi éducatif et donc pas de scolarisation. Là aussi, c'est un des gros points noirs du dispositif tel qu'il est pensé et c'est contesté par le Comité des droits de l'enfant qui a condamné la France justement parce qu'elle ne respectait pas la présomption de minorité et la prise en charge des jeunes jusqu'à ce recours. Et puis malheureusement, comme l'a dit Morgane, une fois la minorité reconnue, le parcours du combattant n'est pas terminé. Il faut évaluer le niveau pour déterminer si on va vers quelle classe on va être orienté. Il y a un certain nombre de dispositifs. Et puis, suite à l'évaluation de ce niveau qui prend du temps, il y a les délais d'affectation. On constate que ça peut prendre aussi du temps. Et puis, au-delà de ça, on a aussi les délais qui sont liés à la protection de l'enfance. Et on se rend compte que même quand un mineur est confié par le juge à un département pour qu'il le prenne en charge, qu'il le protège, certains départements sont réticents à les prendre en charge, c'est-à-dire qu'ils vont faire appel de la décision, ils vont refuser d'exécuter la décision, donc les jeunes vont se retrouver soit sans protection, ou alors leur accès à la scolarisation sera encore retardé. Et puis on a encore une étape qui est celle... On peut faire appel au rectorat dans ces cas-là? Alors en fait, le rectorat est compétent à toutes les étapes de la procédure. Et d'ailleurs, pour les mineurs qui ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, le rectorat est souvent directement sollicité par les jeunes et les associations qui les accompagnent, dont droit à l'école. Le rectorat n'est pas tenu au statut migratoire ou à la décision de confier ou non le jeune à l'aide sociale à l'enfance. Et donc, il doit scolariser, évaluer le niveau et scolariser le mineur dès qu'il est saisi. Et en fait, en réalité, on constate qu'il ne le fait pas toujours et il est souvent condamné d'ailleurs quand les jeunes saisissent le tribunal administratif pour contester ce refus. Les rectorats, les services de l'éducation nationale sont très souvent condamnés. Et les rectorats peuvent se renvoyer la balle systématiquement aussi, se dire peut-être qu'il serait intéressant pour tel rectorat de récupérer tel enfant isolé, tel mineur isolé? Non, ça se base vraiment sur le lieu de résidence du mineur. Et donc, mais de résidence, il n'a pas de résidence, puisqu'il est isolé, il n'a pas de logement, il n'a rien. Alors justement, quand il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il y a un dispositif qui est vraiment encadré par la loi, qui prévoit, c'est un peu complexe, oui, l'orientation nationale du mineur sur la base d'un certain nombre de critères. Et ça, c'est un enjeu aussi, parce que la plupart du temps, les questions de tout est retardé dans l'attente de cette orientation nationale. Donc parfois, il y a des jeunes qui vont être orientés vers un autre département et qui voient leurs camarades pris en charge à leur côté, qui eux sont bien scolarisés dans le département premier, donc eux doivent attendre. Donc
Ça génère beaucoup d'incertitudes, de découragement, etc. Et d'angoisse supplémentaire pour un enfant, on rappelle souvent, qui est très jeune, qui déjà n'a pas ses parents avec lui, qui est dans un pays qu'il ne connaît pas, dans une langue qu'il ne maîtrise pas, et en plus dans une situation évidemment très compliquée. Donc, quels sont les recours possibles? Parce que là, on parlait effectivement des enfants qui étaient admis à l'aide sociale à l'enfance, donc pour lesquels, effectivement, éventuellement le département ou le rectorat aurait proposé une affectation, c'est ça? Si ce n'est pas le cas, ce qui est aussi malheureusement souvent le cas, donc pour ces enfants qui malheureusement ne sont pas admis à l'aide sociale à l'enfance, qu'est-ce qui se passe? Alors heureusement, des associations comme la vôtre sont là, mais qui va les héberger, qui va les aider? Est-ce qu'il y a des budgets? Vous pouvez faire des recours auprès de l'État? Alors nous, la majorité des jeunes qu'on accompagne dans notre association sont de plus en plus à la rue, donc ils vivent sur des campements sous tente. Certains sont dans des hôtels sociaux à Paris ou dans des départements autour. Il faut savoir que des jeunes en hôtels sociaux peuvent être déplacés, donc ils n'ont pas forcément un lieu de résidence fixe sur les 3-4 années à venir. Il y a de moins en moins de jeunes hébergés dans les réseaux d'hébergement solidaire qui s'essoufflent un petit peu. Donc nous, on est confrontés à des jeunes qui ont des situations d'hébergement dramatiques. Et pourtant, ils restent motivés par l'école et nous, on n'attend pas qu'un jeune ait un hébergement stable ou une prise en charge ASE pour le scolariser. C'est toute notre action, elle est basée là-dessus. C'est qu'on essaie de scolariser le jeune au plus vite pour qu'il puisse entamer sa scolarisation, son éducation, plus tard son insertion professionnelle, et pas. On essaie de limiter le nombre de mois d'attente avant la scolarisation. Et il y a des jeunes qui ont fait leur rentrée scolaire là et qui vivent sous des tentes, donc ils font leurs devoirs le soir sous des tentes. Oui, on a recueilli, il y a plein de témoignages qui le prouvent effectivement, que l'on voit sur Internet, où ces enfants disent clairement, mon seul rêve c'est d'aller à l'école. Je ne rêve que de ça, et pour aller avoir le métier dont je rêve évidemment, et pour pouvoir rencontrer d'autres enfants comme moi. En 2021, on peut dire qu'un peu plus d'un tiers des 500 000 demandeurs d'asile dans l'Union européenne avaient moins de 18 ans. Selon le droit européen, les États membres donc, de l'Union européenne doivent accorder aux mineurs l'accès à l'éducation dans un délai de 3 mois, si c'est bien ça, que j'ai comme information, à compter de la date à laquelle la demande a été déposée. Est-ce que c'est vraiment respecté? L'un d'eux peut répondre. Alors là, vous parlez d'un cas spécifique que sont les demandeurs d'asile. Ouais. Tous les mineurs non accompagnés ne sont pas demandeurs d'asile. Ouais. On a pour autant droit à une protection en tant que mineurs et sans représentants légaux sur le territoire. Le comité des droits de l'enfant, donc c'est un autre instrument que les instruments autour de l'asile, mais sur les enfants non accompagnés, les enfants en général, recommande la scolarisation à plus bref délai. Immédiatement. C'est vrai que c'est ce qu'on recommande dans le rapport, c'est de procéder le plus rapidement possible à la scolarisation pour ne pas perdre de temps. Alors, du coup, ma question, ce serait, est-ce que, finalement, on ne devrait pas contraindre l'État à un délai spécifique pour justement accélérer ce processus de scolarisation ? Alors, on pourrait parler de délai raisonnable ou non raisonnable. Non, simplement, l'idée, c'est de dire le plus rapidement possible. Ça doit être immédiat. Et c'est à l'État, aux autorités, d'être diligents pour procéder à cette scolarisation. Pour tous ces mineurs qui, grâce à vous ou d'autres associations et à l'UNICEF aussi, sont confiés à la protection de l'enfance, arrivent finalement à avoir une scolarisation, est-ce qu'il y a un choix sur l'orientation qui est un peu, comment on va dire, un peu discriminant ? Un peu discriminante, soyons clairs. En tout cas, pas choisi. Oui, complètement. Parce que nous, on rencontre ces jeunes mineurs. Un jour, ils deviennent majeurs, et quand ils deviennent majeurs, ils deviennent en situation irrégulière sur le territoire français. Ce n'est pas le cas pour les mineurs qui peuvent rester qui sont en situation régulière. À partir des 18 ans, le jeune doit demander un titre de séjour à la préfecture de police. Pour demander ce titre de séjour, il doit remplir une condition. Le jeune doit justifier de 6 mois de formation professionnelle. Donc ça veut dire un CAP, une seconde professionnelle, un bac professionnel. Donc ça oblige les jeunes à s'orienter vers des formations professionnelles. Ils n'ont pas le choix, en fait. Ils n'ont pas le choix, alors qu'ils pourraient prétendre à des formations, des bacs généraux, de l'université. Il y a des jeunes qui nous le disent, qui veulent faire des études littéraires, et puis ils font finalement CAP électricité, parce que c'est une formation professionnelle, parce que aussi il y a une histoire de métier en tension.
et eux veulent à tout prix s'intégrer en France. Donc Oui, qu'on s'entende bien, il n'y a pas de... Évidemment, toutes les voies sont très intéressantes à faire, mais là, on parle de choix. C'est-à-dire qu'en fait, on est d'accord qu'on ne laisse pas à ces mineurs non accompagnés, ces fameux MNA, on ne laisse pas le choix du métier possible, finalement, ou en tout cas de la carrière qu'ils souhaitent. Des études potentielles. Le choix, c'est-à-dire qu'un jeune pourrait s'inscrire en bac général s'il a le niveau scolaire. Par contre, ça ne lui permet pas d'avoir le droit au séjour en France ensuite. Donc en fait, il va s'orienter de lui-même vers une formation professionnelle parce que s'il veut faire son futur en France, il est obligé de répondre à ce critère-là. Évidemment. En effet, c'est des orientations qui sont souvent un peu contrariées ou contraintes par un certain nombre de facteurs. Et donc, Morgane l'a dit sur la régularisation à 18 ans, c'en est un. On est aussi globalement dans une logique institutionnelle qui est celle d'une forme de mise au travail de ce public. Voilà, on va, par les conditions de régularisation, par les logiques dans l'accompagnement éducatif qui est réalisé, orienter principalement ces jeunes vers des formations courtes, parce qu'on estime que aussi, voilà, dans les représentations qu'on en a, c'est un public migrant donc qui est très motivé, veut s'insérer, avoir une autonomie financière aussi rapide, et donc dans les perceptions aussi, on assiste à, une perception autour de l'utilité économique des jeunes majeurs en situation de migration. Nous, on réclame une modification du droit au séjour pour qu'on puisse ouvrir l'ensemble des voies de régularisation pour les jeunes qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfant. Donc au simple motif qu'ils aient été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, on devrait ouvrir la régularisation. Ça éviterait comme ça, de manière anticipée, de les orienter de façon contrainte vers des formations très courtes ou professionnelles. Et qu'est-ce qu'on vous répond ? Alors, on est soutenu par un certain nombre d'alliés. Là, on a la loi immigration à venir, donc c'est une proposition qu'on va porter dans ce cadre-là. Ça a été porté par de nombreuses associations. C'est aussi le cas d'un certain nombre de parlementaires, d'ailleurs de toute couleur politique. Voilà, il faut un peu changer la logique pour garantir l'individualisation de la prise en charge. C'est un principe essentiel en protection de l'enfance, d'ailleurs pour l'ensemble des publics, mais les mineurs isolés aussi, pour prendre en compte les contraintes. C'est pas suivre absolument le choix toujours des jeunes, puisqu'il y a des contraintes, mais en tout cas lever le plus possible les obstacles à cette individualisation de la prise en charge. D'autant qu'on parle beaucoup en politique d'intégration réussie, comment y arriver, comment se fait-elle, comment pourrait-elle être maximale, et le lien est fait notamment par le groupe pan-européen sur éducation et intégration réussie. Donc on a du mal à comprendre si le lien est fait, pourquoi on ne cherche pas à tout de suite scolariser au plus vite ces mineurs non accompagnés. Quelle réponse est faite là-dessus ? Oui, tout à fait. C'est un facteur essentiel de l'insertion dans la société, de l'intégration. En fait, entrer vite à l'école, c'est développer, d'abord évidemment ses connaissances, ses compétences, mais aussi son réseau social, son agentivité, la façon même pour des jeunes qui sont pas protégés, qui sont accompagnés par droit à l'école. Le simple fait d'être scolarisé, ça va tout à coup vraiment permettre aux jeunes de s'épanouir, de s'insérer, de créer un réseau social. Et donc tout ça, ça va favoriser in fine l'insertion dans la société, évidemment. On a beaucoup parlé de Paris et puis des grandes villes. Quel est le cas dans les dom-toms, enfin en tout cas en Guyane, à Mayotte ou ailleurs? Vous avez fait des chiffres, des réalités? Nous, on est essentiellement basé à Paris, oui, dans le bassin parisien. Donc on a des chiffres sur le terrain, mais qui sont de Paris essentiellement. Et déjà alarmant. On en a quelques-uns. On s'apprête à sortir un état des lieux sur la situation des droits de l'enfant en Outre-mer, donc qui couvrira l'ensemble des droits, dont fait partie le droit à l'éducation. Ce qu'on constate, c'est que d'abord, on a du mal à identifier les mineurs non accompagnés dans les territoires dits d'Outre-mer. Mais ce qui est le cas en métropole aussi, non? C'est le cas, mais encore plus en Outre-mer, où on a des services de protection de l'enfance qui sont en difficulté. Voilà, un état des services publics qui est quand même
encore un peu détérioré, largement détérioré. Et donc, pour identifier les mineurs isolés, c'est déjà une vraie problématique. Et puis, globalement, en termes d'accès à l'éducation dans ces territoires, il y a aussi des problématiques pour l'ensemble des publics. C'est entre 5 et 9 000 enfants qui sont non scolarisés à Mayotte. Les chiffres pour la Guyane ne sont pas tout à fait stabilisés, mais on a entre ceux qui sont publiés par les études de l'INSEE autour de 5 000 et ceux qui sont autour de 10 000, entre 5 et 10 000 également, entre 3 et 10 000, pardon. On a aussi des problématiques systémiques d'accès à l'école, et encore plus donc quand on est mineur non accompagné. Donc évidemment la situation est encore plus dramatique. Et encore plus urgente. Oui, on le comprend très bien. Comment ça se passe, évidemment, la scolarisation des élèves qui sont en France et qui viennent, par exemple, d'Ukraine suite à la guerre qu'on en a connue, mais qu'on continue de connaître aujourd'hui? Vous avez eu des enfants... Nous, on n'a eu aucun enfant ukrainien ou ukrainienne qui sont présentés à l'association. Aussi parce que, tu me coupes mais je pense que les Ukrainiens sont arrivés plutôt en famille, donc peut-être moins de mineurs non accompagnés. La spécificité de notre public, c'est qu'ils n'ont pas leurs parents avec eux en France. Et nous, les associations, en fait, ce sont des associations partenaires qui nous adressent les jeunes. Et qu'elles rencontrent lors de maraudes. Et donc, il y a déjà un réseau qui s'est créé de mineurs non accompagnés depuis quelques années. Et donc, on n'a pas, nous, rencontré de population ukrainienne. On a constaté que ça se passait plutôt bien pour les populations qui arrivaient d'Ukraine, pas forcément ukrainiennes d'ailleurs. Effectivement, il y a beaucoup de mineurs séparés, donc qui étaient souvent confiés à des tantes, des oncles, qui n'étaient pas avec leurs représentants légaux, mais avec des personnes tierces. Et donc là, on a eu un certain nombre de protocoles très vite mis en place, on vient sécuriser la situation de ces mineurs pour les confier juridiquement, formellement à l'oncle ou la tante. Et puis la scolarisation s'est faite rapidement, assez bien. Et donc là, on constate... C'est vrai, un peu deux poids, deux mesures, mais globalement sur la politique migratoire, finalement, on le constate aussi, entre ce qui a été proposé à ces populations en urgence. Les enfants qui venaient de Syrie ou de Libye, par rapport... Justement, nous, ce qu'on propose, c'est de capitaliser là-dessus, c'est-à-dire, on est capable, l'institution est capable de faire, et rapidement, et bien, et donc il faut que ça s'applique à l'ensemble des publics. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été sur le plateau du Grand JT. Morgane Magdelin, je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'association Droit à l'école, et Corentin Bailleul, responsable du plaidoyer France UNICEF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'éducation. Alors, certains sujets d'actualité ne sont pas faciles à aborder avec ces enfants. Avec les chaînes info continues, ils grandissent souvent dans un climat anxiogène. Le réchauffement climatique est souvent aussi au cœur des préoccupations de nos enfants. Les jeunes s'inquiètent de l'avenir de la planète et 45% d'entre eux affirment que l'anxiété climatique affecte leur vie quotidienne de manière négative. Afin de les aider à exprimer ce qu'ils ressentent justement, Ma Petite Planète et Zamizen se sont associés pour créer un kit pédagogique pour parler des éco-émotions aux enfants. J'accueille Émilie Baharudin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de relations collectivité territoriale Ma Petite Planète, scolaire et mécénat. Et Iris Singer, bonjour. Vous êtes fondatrice de Zamizen, cofondatrice car vous êtes plusieurs, pardon. Alors, de quoi se compose ce fameux kit pédagogique dont vous parliez ? Alors, ce kit, on l'a construit en 2 étapes. La première étape, c'est l'accueil des émotions. Donc, on va y trouver une histoire pour rentrer dans le vif du sujet avec les enfants. On va suivre des personnages qui sont attachants, qui ressemblent beaucoup aux enfants, qui ressentent les mêmes émotions qu'eux. Et on va les voir trouver des solutions tous ensemble, s'unir pour justement contrer les émotions de peur, d'anxiété, de tristesse qu'on peut ressentir quand on est petit et qu'on découvre que le climat change et que ça a un impact sur les animaux qu'on aime, par exemple. Et puis, ensuite, on va pouvoir en parler. On a un guide d'échange pour les adultes.
pour les aider à en parler avec les enfants de manière constructive, de manière qui vraiment les rassure, d'une part, et puis qui les aide à sortir de la paralysie qu'on peut ressentir quand on est inquiet ou anxieux. Et enfin, on va avoir des chansons, des jeux à faire ensemble pour apprendre justement à en parler en se sentant plus fort tous ensemble. Et la deuxième partie de ce kit, et c'est là que ma petite planète intervient, ce sont les défis pour passer à l'action. Et oui, parce que, alors, donc, je le vois, vous avez des petites cartes devant vous. Ce sont des défis spécifiques, c'est ça? Bien sûr. Donc, la deuxième étape, c'est le passage à l'action. C'est l'un des moyens de lutter justement contre l'éco-anxiété, qui est un sentiment souvent d'impuissance face aux enjeux du dérèglement climatique. Et donc, en passant à l'action, on lutte contre ce sentiment de culpabilité et contre l'éco-anxiété. Et donc, nous, ce qu'on propose chez Ma Petite Planète, c'est des défis éco-citoyens à réaliser avec ses élèves, donc de la maternelle au lycée. Donc là, j'ai quelques exemples de défis. Donc, des défis, c'est des choses à réaliser de manière concrète. Donc, par exemple, en classe avec ses élèves ou à la maison. Donc, ça peut être ramasser les déchets autour de son établissement, ou alors cuisiner des légumes avec des membres de son entourage. Et donc en passant à l'action, c'est aussi donc un moyen de contrer cette anxiété, la peur et la tristesse qu'on peut ressentir. Et puis de travailler de manière collective à effectivement quelque chose de plus positif pour la planète. C'est ce qui vous a réunis toutes les deux, en fait, de vous dire à un moment, il y a effectivement ce défi climatique, cette urgence, et en même temps, cette urgence, on aimerait pouvoir la gérer au mieux. Pas facile, déjà quand on est parent, parce qu'on est tous terrifiés, effectivement, des rapports multiples du GIEC, et en même temps, de tout ce que l'on raconte aujourd'hui. Mais pour nos enfants, c'est encore pire. C'est quoi les stress des enfants? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à faut savoir, ces défis? On parle d'éco-anxiété en général parce qu'aujourd'hui, on a les chiffres chez les jeunes. Ça, c'est des études récentes qui montrent ce que vous disiez tout à l'heure, là, le fameux 45% des jeunes qui sentent l'éco-anxiété affecter leur quotidien. C'est 83% des jeunes qui considèrent qu'on a échoué à prendre soin de la planète. Mais on n'a pas de chiffres chez les plus petits parce que souvent les études ne se penchent pas tellement sur le cas des enfants. Et on prend assez peu au sérieux les sentiments des enfants. Néanmoins, on sait que ça les affecte. Il y a une pédopsychiatre qui s'appelle Laëlia Benoît qui travaille beaucoup sur le sujet avec notamment des entretiens qualitatifs menés auprès des plus jeunes. Et ce qu'on observe en fait, c'est que chez les tout petits, il y a déjà des émotions difficiles liées au changement climatique parce que, comme vous le disiez, ils voient les informations anxiogènes à la télévision, ils sentent le stress des adultes. Ça, c'est vrai, les enfants sont très perméables, très empathiques. Et puis, ils ont de la peine pour les animaux qui disparaissent. Le petit ours polaire de mon imagier, par exemple, je sais que sa banquise est en train de fondre, donc je peux me sentir très triste. Je peux aussi me sentir, quand je suis petit, en colère de voir de la pollution, par exemple, sur la plage, quand j'y vais avec mes parents, alors que je sais que les tortues de mer peuvent, par exemple, être victimes des plastiques. Et se sentir aussi coupable, qui est un sentiment que les enfants ressentent, sans vraiment l'analyser, bien entendu. Oui. Mais finalement, c'est une émotion et une grande culpabilité qui ressort. Et ça arrive au fur et à mesure où ils grandissent, en fait, parce que les grands enjeux systémiques du réchauffement climatique, on sait que les petits ne peuvent pas le comprendre, mais plus on avance en âge, plus on comprend les tenants, les aboutissants, et c'est là qu'on peut se sentir effectivement responsable ou coupable, quand nos gestes ne sont pas cohérents avec ce qu'il faudrait faire. On peut aussi se sentir en colère de voir l'inaction autour de soi des adultes, alors que le monde de demain, en fait, c'est le leur. Ils vont en hériter, ils en ont bien conscience. Et plus ils prennent conscience de ces enjeux-là, et plus l'anxiété peut pointer le bout de son nez parce qu'ils ne sont pas en pouvoir sur la situation. Alors comment faire? Il y a notamment ce petit théâtre là japonais, ce butai ça s'appelle. Juste en quelques secondes, j'aimerais qu'on le montre à la caméra et qu'on voit. Donc ça, c'est un kit qui permet aux parents finalement de raconter une histoire, c'est ça, un petit théâtre? Oui, tout à fait. Donc les planches sont téléchargeables sur le kit en ligne. Et donc vous avez donc une douzaine de planches comme ça illustrées. À l'arrière, j'ai le texte qui correspond à l'image que vous voyez devant et qui me permet de raconter l'histoire de Voltaire le chat. Donc vous voyez ici, il a très chaud et il découvre que son ami l'oiseau, qui d'habitude lui donne un bon petit coup d'aile bien frais pour le rafraîchir, n'est pas présent. Et tous les amis zen vont se mettre comme ça à sa recherche. Et voilà, c'est tout un tas de planches effectivement qui suivent, qui sont de très belles illustrations et qui sont accompagnées d'un texte qui est fait pour justement peut-être faire baisser cette tension, mais en même temps cette prise de conscience réelle qui est le défi climatique. J'ai vu que vous étiez venu aussi avec une guitare, Iris Singer, une guitare pour raconter et donc chanter une histoire. Tout à fait. Peut-être celui-ci, on va le mettre sur le plateau de manière, enfin sur la table, voilà, de manière à ce qu'on puisse voir. Mais cette guitare, alors ça veut dire quoi? Cette petite, j'ai une des histoires
histoire, je crois qu'il y en a plusieurs, hein, qui s'appelle « Coup de chaud sur ma petite planète ». Est-ce que par hasard... Alors ça, c'est celle-ci, d'accord. Et alors, la guitare, c'est une chanson que vous proposez aussi? C'est une chanson qu'on propose aux enfants parce que la chanson, ça permet d'aller toujours plus loin dans les enjeux émotionnels. On est sur quelque chose de sensible et en même temps, une chanson, c'est magnifiquement fédérateur. On peut la chanter en famille, on peut les chanter en classe et c'est quelque chose qui nous fait sentir vraiment en cohésion, tous ensemble, et c'est un moment joyeux. C'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est y compris quand on parle des émotions difficiles, on peut ressentir une grande douceur, une grande joie à ne pas être tout seul à le vivre et à en parler tous ensemble. Voilà, un tout petit extrait, parce que malheureusement, le temps presse, mais comme ça, avant de rendre... Je peux vous faire le refrain? Je n'ai pas besoin de courir pour la faire tourner. Je me pose et je souris devant sa beauté. La petite planète qui me nourrit, la petite planète qui me sert d'abri. Merci beaucoup, bravo. Merci Iris Singer. Émilie Barrudin, merci aussi d'avoir été avec nous. Vous êtes responsable donc relations collectivité territoriale Ma Petite Planète, citée dans cette jolie chanson, scolaire et mécénat. Et Iris Singer, donc cofondatrice de Zamizen. Vous l'avez compris, hein, un joli partenariat pour pouvoir à la fois parler de ce que l'on vit tous aujourd'hui, ce défi climatique, non pas qui nous attend, mais qui est réel et qui est déjà là, et puis de ces émotions qui sont générées par ce défi climatique. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à toutes les deux. Merci. Tout de suite, eh bien, on va retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, alors vu sur les réseaux ces derniers jours, des codes très bizarres qu'utilisent des millions de jeunes partout dans le monde, notamment sur WhatsApp, Snapchat et Instagram. Oui, alors nous, on n'est plus très jeunes, alors, il faut l'avouer. Néanmoins, si demain, je vous envoie 143, eh ben, ça veut dire « je t'aime ». C'est pas un manifeste ? Un manifeste, pas du tout, c'est une déclaration d'amour. Si je vous envoie 1437, 1437, ça veut dire « je t'aime pour toujours ». Si je vous envoie 1122, c'est une façon de vous transmettre de la force, de vous transmettre des encouragements si vous êtes dans un moment important de votre vie. Voilà, c'est le nouveau langage de nos ados sur les réseaux sociaux pour garder un peu d'intimité avec leurs parents. Mais alors, vous m'expliquez un peu ces codes, d'où ils viennent déjà? Bon, sans surprise de TikTok, hein, évidemment, et plus particulièrement des États-Unis, puisqu'ils sont tous en anglais. Et il y en a des dizaines. Alors, 41, par exemple, c'est « appelle-moi ». 70, c'est « je suis triste ». 666, c'est un message de paix, d'apaisement, de soutien. Ce qui paraît si logique. Voilà, c'est l'inverse total, en fait, de la symbolique sataniste dont on a l'habitude. Et 687, par exemple, c'est si un jour, vous et moi, on se dispute, Virginie, ce qui n'arrivera évidemment jamais, eh bien, ce sera ma façon de vous dire « je suis désolé ». Voilà. D'accord, mais est-ce qu'on peut comprendre pourquoi 687 ? Comment se forment ces codes ? Alors, on va commencer avec le « je t'aime » par exemple, parce qu'il faut savoir qu'en fait, tout est en anglais. Donc, 143, c'est « I love you ». Le 1 remplace le « i ». Le 4, le I, pardon, le I hein, de I love you. Le 4, c'est love qui contient 4 lettres. Et le 3, c'est le you, Y-O-U, donc 3 lettres. Et donc, si on rajoute le forever, ça fait 1437 parce qu'il y a 7 lettres à forever. On pourrait dire I need you, par exemple, et ce seraient les mêmes codes. Oui, mais là, c'est I love you. Les jeunes l'identifient comme tel. D'accord, très bien. Parfait, mais écoutez. Donc, si je veux répondre moi aussi, enfin, éventuellement. Oui. J'aimerais bien que vous répondiez moi aussi à je t'aime, ce serait bien. D'accord, parce que donc, si je calcule bien, il faudrait que je réponde donc 1432 pour moi aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a le to, I love you too, et donc le 2, il y a une sonorité qui rappelle évidemment le tout. Mais c'est pas aussi mécanique en fait que les codes qui reprennent le nombre de lettres des mots, ni les jeux sur les sonorités ou les graphèmes. Et en fait, il y a une nouvelle révélation quand même que je veux vous faire, c'est que ce langage n'est pas du tout nouveau. Il s'est répandu comme une traînée de poudre, bien sûr, sur les réseaux sociaux maintenant, mais certains observateurs le datent des années 90 où on trouvait déjà ce type de langage, à l'époque évidemment très très confidentiel et réservé à des initiés, puisqu'il serait inspiré en fait de ce qu'on appelle les numéros des anges. Ouais, c'est ésotérique votre histoire en fait. C'est ça, c'est exactement ésotérique. Les numéros des anges, c'est un concept qui se rapproche un peu de la numérologie et qui consiste à attribuer des sentiments, des émotions, des espoirs, des souhaits à une série de chiffres. Et l'idée c'est que si on rencontre cette série de chiffres dans la vraie vie,
je sais pas moi, sur un ticket de caisse, à la télévision, dans un dossier de travail, peu importe, eh ben on se dit que c'est un signe des anges. On va voir la signification et ça nous donne comme ça des petites orientations sur notre vie et sur ce qui se passe un petit peu pour nous. Et voilà, ça fait un glossaire des codes, entre guillemets. Mais est-ce que c'est vraiment le côté spirituel que recherchent les ados pour se parler? Non, évidemment non. Déjà, on n'est pas très sûr que les numéros des anges, ce soit tout à fait scientifique. Hein. C'est vraiment quelque chose d'un peu, vous l'avez dit, ésotérique. Certains diront perché. Mais voilà, non, là, c'est vraiment un code qui permet de l'intimité. Ça permet aux enfants et aux ados de pouvoir discuter sans que leurs parents, évidemment, s'immiscent et comprennent. Et puis, évidemment, quand on balance maintenant, le jeu de thème, je l'ai intégré. Ah ben, si vous voyez 143 sur le WhatsApp de votre fils ou de votre fille, vous savez que soit il dit « je t'aime », soit il reçoit. Soit il m'est destiné. Soit il vous est destiné, mais vous allez dire « mais pourquoi tu me mets 143 ?» Donc, voilà, c'est pas un jeu bizarre, c'est pas un truc où vos enfants font des petites cachotteries, voilà. Si. Ça reste... Non, je veux dire, c'est pas négatif. Je veux dire, c'est juste une nouvelle façon de discuter entre eux pour garder cette petite intimité dont on a tant besoin quand on est ado. Voilà. Très bien, merci beaucoup Loïc. Merci pour tous ces codes, en tout cas ces compréhensions. Vous savez que j'en ai besoin, parce que je suis un peu perdue, moi, tout ça. Merci beaucoup. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invitée est l'humoriste Lilia Benchaban. Tu es devenue humoriste, mais est-ce que plus jeune, il y avait un métier que tu rêvais de faire? Alors, plus jeune, je rêvais d'être avocate. Du coup, j'ai fait des études de droit. Ouais. Mais le droit, ça m'a pas trop convenu, donc j'ai filé un peu en éco. Et ça t'a plu? Ça m'a plu, donc j'ai fait un master en économie. Et pour être chef de projet dans les RSE. Et finalement, j'ai fait des blagues. Voilà. Mais tu n'exclus pas la possibilité de revenir un jour peut-être Je pense que si je reviens dans le côté un peu universitaire et tout, ce serait vraiment plus pour faire de la recherche. Donc pour faire sur un thème précis, je sais pas, faire de la recherche, des stats, etc. Mais pas reprendre un vrai travail dans un bureau. L'humour, ça a commencé comment pour toi? À quel moment tu dis, tiens, hop, j'arrive vraiment à faire rire les gens? Les premières blagues que je teste sur mes camarades de classe. Je crois que je suis Donc très jeune alors. Je suis en première ou en terminale. Je dois avoir genre 17 ou 18 ans. Ça, c'est le début. Et un jour, il y a un de mes potes qui me dit « Je pense que toi, tu devrais devenir humoriste ». Et quand il m'a dit ça, j'étais trop contente parce que je me suis dit « Si tu savais, c'est mon petit rêve intérieur et tout ». Et t'osais même pas le Ouais, exactement. Ouais, non, pas du tout. Et l'année d'après, je crois que je me suis un petit peu... J'ai fait mes premières scènes donc, au Spotlight à Lille. Ouais. Et au début, c'était un petit peu comme un hobby. Et je me suis rendu compte, par rapport au retour des gens, qu'il y avait un petit truc à exploiter. Et c'est là que je me suis un peu lancée. Et voilà, en parallèle des études, je le faisais. Qu'est-ce qui fait que tu as percé pour toi? J'ai enregistré une captation à la RTBF, la radio belge. Ouais. Exactement, ils ont une petite capsule qui s'appelle le Tarmac. Et j'ai enregistré un de mes sketchs, 5 minutes. J'ai fait une captation de 5 minutes. Et elle est sortie pendant le confinement. Et elle a fait, je crois, genre 10 millions de vues sur les réseaux sociaux. Et ça a fait... C'était quoi le sujet? Le sujet, c'était moi, mon handicap, ma différence, etc. Et du coup, voilà. Est-ce que tu as des inspirations, des humoristes qui t'ont marqué? Je pense, comme tout le monde, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, qui sont vraiment les patrons. Florence Foresti, qui est la patronne. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu son dernier spectacle exceptionnel. Oui, exceptionnel, je suis d'accord. Ouais. Toi aussi, tu l'as vu? Ouais, je trouve que c'est la meilleure actuellement. C'est ça. Donc, hommes et femmes confondus. Tout à fait. Et du coup, voilà, c'est un peu ce que j'ai regardé avant de me lancer. Et sinon, après, je pense, humoriste français, je dirais Panayotis. Sympa en stand-up, que j'ai beaucoup aimé son dernier spectacle. Fari, voilà, tous les humoristes. Aujourd'hui, tu aimerais que ta carrière elle prenne quelle direction? Ton rêve, quoi, ça serait quoi? Franchement, j'ai pas beaucoup de... Je sais pas du tout. J'aime bien aller avec le flow. J'ai vraiment... Donc, ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Donc, je vais un peu là où... En fait, j'ai l'impression que je vais là où je suis censée être. Donc, j'essaie pas de me diriger... Pas de plan ni... Exactement, vraiment pas. Par exemple, la radio l'année dernière, c'est vraiment arrivé par hasard. J'ai reçu un texto de Nagui qui me dit « J'aimerais bien que tu nous rejoignes dans la bande originale ». J'étais tellement choquée que je pensais que c'était un fake, du coup. Donc voilà, et ouais, j'aime bien en fait. J'aime bien vraiment le flow, la simplicité du truc. Donc je fais ce que j'ai à faire et puis on voit ce qu'on me propose. Tant que tu es aligné, les choses viendront naturellement. Voilà, exactement.
C'était déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Lilia Benchaban. Merci Lilia, merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Apprendre par le jeu, apprendre par le numérique aussi, c'est une formidable opportunité pour adresser les besoins spécifiques de certains élèves. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place aussi? Ou du moins, est-ce que c'est des remontées de terrain que vous avez de la part d'élèves, d'enseignants qui vous disent, voilà, nous aujourd'hui, la technologie, peut-être les outils de Microsoft, nous aident à mieux appréhender ces sujets? Alors, en tout cas, c'est un enjeu. Je ne sais pas s'il est vraiment bien adressé aujourd'hui et c'est la promesse de l'intelligence artificielle et je pense que tous les acteurs doivent se poser sur ce sujet-là. On ne remplacera pas les livres, on ne remplacera pas l'accompagnement d'un enseignant. En revanche, sur certains domaines comme l'apprentissage de la lecture, on a des cas d'usage qui sont très intéressants, où on va pouvoir faire travailler un élève sur des mots sur lesquels l'élève bute, sur la vitesse de lecture et avoir une sorte de score en fait, de l'élève que le professeur pourra utiliser pour retravailler ensuite avec l'élève autour de mots sur lesquels il bute, voire identifier des problèmes 10 qu'il faudrait également prendre en considération dans la relation avec l'élève. Et c'est compliqué quand on a un téléphone parce que notre attention, en règle générale, elle est captée par certaines choses et les auteurs d'applis, les GAFAM, etc., ils connaissent ça par cœur. Elle est captée par quoi, notre attention? Elle est captée par des couleurs, par des messages aussi, par des photos, par des informations. Ce qui est nouveau, ce qui est drôle, étonnant, divertissant et surtout ce qui suscite de l'émotion. Ce qui suscite de l'émotion. Ouais. C'est toutes les infos qui font peur, qui indignent, qui font rire aussi. C'est un petit peu l'info distractive. Et ça active un circuit de la récompense dans notre cerveau. Ça active le circuit de la récompense. Et qui fait du bien et qui est sympa. Voilà. Et puis c'est du plaisir. C'est de la dopamine. Ouais. Et donc forcément, c'est un circuit qui est alimenté et on a besoin d'en avoir toujours plus. C'est un puits sans fond. Et ça, c'est intéressant à discuter avec les enfants parce que je me suis aperçue que beaucoup, en fait, après coup, se disaient « j'en ai fait trop, j'en ai vu trop, j'en ai mangé trop ». Et il y a quand même un sentiment d'insatisfaction au bout d'un moment qui est associé. Ouais. Et alors moi, j'ai rencontré des plus grands, 16-17 ans, qui commencent un petit peu à en revenir, modérément bien sûr, et qui commencent à se dire moi je vais désinstaller telle appli parce que je me rends compte ou enlever des alertes ou enlever des notifications parce que je me rends compte que en fait j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de partir au basket, j'ai plus le temps de faire ça, et puis j'ai plus le temps de travailler aussi quand ils sont un petit peu impliqués dans leur parcours scolaire, et que ça leur, quelque part, ça les bouffe un petit peu. C'est ça. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'éducation, c'est aussi tout un tas de craintes qui sont émises de la part des parents, des enseignants, en raison de son potentiel en fait de triche massive aussi auprès des élèves, sa capacité aussi à générer des réponses à la place des enfants. Comment est-ce que vous voyez justement l'évolution de l'émergence d'une telle technologie dans le secteur de l'éducation ? Bien sûr, et on en a parfaitement conscience. On sait qu'il y a des enjeux en termes d'éthique, de véracité d'information. Mais ce qui serait compliqué, c'est de ne pas appréhender le sujet. Je pense qu'il faut que la France, notamment, qui est un pays d'ingénieurs, des matheux, beaucoup de littéraires, on a une histoire. Je pense que c'est très important qu'on puisse appréhender ces sujets-là et qu'on puisse utiliser l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est aujourd'hui et faire réfléchir les élèves à ce qu'elle peut leur apporter. Donc typiquement, j'ai un autre exemple, c'est vous avez un moteur de recherche, en l'occurrence celui de Microsoft s'appelle Bing, et on a mis dans Bing un agent conversationnel basé sur le langage, les modèles de ChatGPT. Un élève peut, bien entendu, il peut préparer une dissertation avec, mais ce n'est pas l'objectif. Je pense qu'il faut cadrer. On peut l'utiliser pour faire sa recherche. On peut l'utiliser pour valider qu'une information est la bonne ou pas, la remettre en contexte. Même, j'avais suggéré à des professeurs avec qui j'avais discuté du sujet de philosophie, c'est de discuter de l'éthique et de l'IA, typiquement en cours de philosophie, et faire le lien avec le cursus fondamental. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à appréhender. Et certes, il y a des outils numériques qui vont donner des exemples sur lesquels il y a des scénarios concrets. Mais voilà, appréhender et y aller par étapes. Ils hésitent à abandonner pendant leurs études, les étudiants? Oui. Ouais. Oui. Vous aussi?
On a les problématiques de précarité, on a les problématiques également de maltraitance en stage et de maltraitance même par les équipes pédagogiques. On se retrouve avec des chiffres qui sont assez inquiétants. Pour le coup, en 2023, on a 61% des étudiants et étudiantes sages-femmes qui ressentent de la maltraitance de la part de leur terrain de stage. Face à ça, en même temps, quand il n'y a aucune revalorisation du travail qui est fait avec des étudiants et étudiantes qui concrètement travaillent sur le terrain pour des salaires qui ne sont pas du tout à la hauteur. Blandine en parlait. Normalement, le salaire pour un stagiaire dans l'enseignement supérieur, c'est 3,90 € de l'heure. Là, on n'est même pas à 2 € de l'heure pour nous. Alors que, et là, je parle vraiment que du deuxième cycle, donc des 4e, 5e années, etc. En premier cycle, on n'a rien du tout. Et pour autant, on est déjà sur le terrain, déjà en train d'aider au niveau de l'hôpital. Et les étudiants et étudiantes sont nécessaires. Génial, je peux manger tous les jours alors? Franchement, oui. Formidable. Franchement, mais alors oui. pourquoi on s'imagine que ça fait grossir par Alors, on peut en manger tous les jours et on a une idée comme moi, reçue. vous croyez que ça fait grossir? Et oui, tout le monde croit. Ouais, c'est voilà. vraiment une idée reçue qu'il y a la vie dure, que ça fait grossir. Pas du tout. C'est une espèce de censure qu'il y a eu aux alentours des années 1960, la censure des 3 P, la lettre P, comme pâtes, pain et pommes de terre. On disait que si quand on fait un régime, on vient les 3 et on maigrit. Voilà. Mais on le pensait sincèrement, mais c'était une erreur. Tout d'abord, elles ne font pas grossir ces pâtes, parce qu'elles ne sont pas si caloriques que ça. Je vous donne des valeurs. 300 grammes de pâtes cuites, ça n'apporte que 350 kilocalories environ. Et deuxièmement, il y a une étude qui a même démontré, une étude sur 23 000 personnes tout de même, qui a remarqué que ceux qui consommaient régulièrement des pâtes avaient un indice de masse corporelle, qu'on appelle l'IMC, plus bas. En gros, ces personnes étaient plus minces. Génial. Simplement. Eh bien, ce soir, je vais me faire de ces spaghettis à la carbonara. Ah, il y a un petit mais. Attention, Emmanuel, il y a un mec qui arrive. Ah, qu'est-ce qui va faire monter la note calorique des pâtes? C'est pour ça qu'elles ont mauvaise réputation. Ah, la pancetta et le parmigiano et tout ce que je vais mettre dans mes carbonara. C'est la garniture. Eh bien, je savais qu'il y avait une arnaque. Il y a toujours une arnaque. Et oui, ce sont les sauces et les accompagnements. Fâcheuse tendance à alourdir la note calorique. Je vous parlais tout à l'heure des 300 grammes de pâtes cuites, 350 Donc, si c'est des bolognaises, par exemple. Bolognaise, on monte à 450, ce qui est très raisonnable. Franchement, bolognaise, allez-y, Emmanuel. Bolognaise, pas de souci. Tagliatelle à la carbonara, faites-les moins souvent. 650 kilocalories, on a explosé le compteur. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, peut-être. Nicolas Savix, cette bataille entre guillemets, bien sûr, concernant le tutorat, le mentorat, ça concerne aussi la filière pharma? Oui, tout à fait. Nous, on travaille énormément en interprofessionnalité, donc avec toutes les autres filières de santé. Vous savez, moi je rebondis sur le témoignage, les filières de santé, ça touche médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie, ergothérapie. On est vraiment tous alliés, tous unis, tous ensemble. La précarité aujourd'hui, c'est quelque chose de très réel. On a des chiffres, chaque année d'ailleurs, on les ressort. Par exemple, aujourd'hui, un étudiant en pharmacie doit débourser plus de 2500 € pour pouvoir débuter sa filière et sa future carrière, disons. S'il doit en plus débourser au préalable 8 000 €, là on parle d'une précarité qui est quand même sans précédent et qui touche en fait que plus de 2000 étudiants par ville parfois. Je vous laisse imaginer les conséquences très graves que ça peut avoir sur la santé mentale, etc. Donc oui, c'est effectivement pour notre association, c'est tout à fait un combat et nous on soutient tout à fait les tutorats d'entrée en études de santé, aussi appelés tutorats de première année, qui sont d'ailleurs reconnus par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc oui, j'entendais la remarque, les étudiants en santé doivent aussi former les futurs étudiants en santé. Vous savez, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est des métiers de vocation, alors on prend soin de nous et on prend soin des autres dès le plus jeune âge, quoi. Effectivement. C'est la fin de cette édition et je vais vous laisser d'ailleurs Loïc la clore cette édition, si vous voulez bien. Ah, ça me fait un grand plaisir. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous, on est très heureux de vous retrouver chaque jour. On se retrouve évidemment sur le canal 247, c'est sur les Freebox, 217 sur Orange. À la réalisation aujourd'hui, Mani Pézeshk, au son Héloïse Merlin, au maquillage Laure Audemont et bien sûr Emma Ferré et Laura Girard pour la rédaction. Merci infiniment, merci Virginie. Ouais, merci. Et on se retrouve demain, à demain, s'il vous plaît. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.